Bonjour. C'est pas toujours facile de faire la distinction entre le sentiment, le ressenti, l'émotion. Des fois, c'est un peu un melting pot de tout qui se mélange à l'intérieur. Alors, comment faire la différence et en quoi ça peut nous servir de boussole de faire la différence? Je travaille parfois avec des personnes qui ont beaucoup de mal à sentir les sensations ou à nommer une émotion, et qui sont vraiment bloqués au niveau du mental pour diverses raisons. Et c'est vraiment un travail parfois de se reconnecter à ses émotions et tout simplement à sentir son corps. Rien que d'écouter sa respiration, c'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde. C'est quelque chose qui est inné, mais qui s'est perdu durant l'enfance, l'adolescence pour diverses raisons, et qu'on peut récupérer quand on est adulte avec de l'entraînement. Mais c'est pas quelque chose qui est confortable, parce que ça nous amène à effectivement sentir plein de choses et à devoir traverser les émotions pour un petit peu sortir tout ce qui est resté bloqué là, qui a été enfoui en fait pendant souvent de nombreuses années, parce que c'est des mécanismes de défense. Je me protège de pas sentir des choses et je l'enfouis à l'intérieur de moi. Et puis il y a des moments où quand j'ai envie de reconnecter à la vulnérabilité, à me connecter à mon ou ma partenaire, et ça sort. Donc là, le sujet de cette vidéo, c'est juste de parler un tout petit peu du ressenti et un petit peu de l'émotion. Le ressenti, c'est ce qu'on appelle le ressenti biologique en fait. C'est un mouvement qui se vit vraiment à l'intérieur de soi, qui a différents niveaux d'activité intérieure si on veut. Par exemple, la modification, la prise de conscience et la mise en lumière de mon système de pensée. Ou alors la prise de conscience de mes différentes sensations qui sont à l'intérieur de moi. L'émergence de diverses émotions et puis des changements corporels, des changements d'état corporel. Des limitations ou des libérations par exemple. Donc ce ressenti biologique, il peut être intérieur ou il peut être extérieur. Il peut être invisible et intérieur parce que quelque chose se passe en moi que nul ne peut voir à part moi. Sauf peut-être une personne qui a l'habitude de lire justement, de décoder les ressentis, les émotions et les sentiments, parce que c'est quelque chose qui se travaille, bien évidemment. Mais même si c'est quelque chose qui se travaille, je ne pourrai jamais connaître le système intérieur exact de pensée. D'accord ? Mon sentiment, mes sensations, nul ne peut les connaître à part moi. Vous êtes seul à pouvoir dire exactement ce que vous ressentez. Parce que personne d'autre n'est dans votre corps, à part vous, tout simplement. Il peut être extérieur et visible parce que il peut se manifester à travers différentes facettes. Ok ? Par exemple, la sémiologie ou l'étude des mimiques, l'observation de la réactivité, l'observation d'une personne, comment elle bouge son corps, comment elle s'exprime verbalement, ou bien quels mots elle utilise, quelle posture elle adopte, tout ça, je peux l'observer depuis l'extérieur. L'entraînement à sentir son ressenti, c'est assez stimulant et c'est pas si compliqué que ça, et ça produit des résultats positifs de soi en fait, parce que je me redécouvre et je me contrôle, j'apprends à me contrôler, mais pas avec ma tête, pas avec ma tour de contrôle, mais vraiment à partir de toutes les dimensions de mon être, et c'est là que je trouve cette approche intéressante. Sauf que le petit point délicat, c'est qu'effectivement ça demande de descendre dans mes zones d'ombre, et ça c'est souvent douloureux. Mais on imagine tout le temps que ça doit se faire dans la douleur. Vous pouvez faire cette descente dans la douceur. On n'est pas obligé de descendre en rappel à 150 à l'heure jusqu'en bas. On peut y aller par étapes et se reposer en fait dans la descente. Le ressenti, il concerne n'importe quel endroit, zone de notre corps, l'ensemble de toute notre corporalité, parce que par essence, c'est ce mouvement intérieur qui peut surgir de n'importe quel endroit de mon corps. Et à travers mon attention, je peux zoomer en fait sur une partie précise de mon corps. Je peux prendre en considération une partie précise ou mon corps de manière globale. Par exemple, si j'ai mal quelque part, je peux
Imaginons me mettre sur mon lit, les yeux fermés, et prendre un moment juste pour zoomer ma concentration, porter mon attention sur cette zone sensible qui me fait mal. Et puis là, j'y découvre en fait ce qui la rend sensible. Et ça, je vous assure, ça fait 6 ans, je peux vous donner mon exemple, que je travaille à diverses techniques sur moi en psychocorporel. Et aujourd'hui, j'ai atteint un niveau où il me suffit souvent de me concentrer sur une zone pour que mes fascias se remobilisent dans cette zone. C'est assez intéressant, les liens qu'on peut faire en fait à l'intérieur de soi. Et ça libère beaucoup de tensions. En fait, on a un pouvoir de libérer des tensions aussi par l'attention quand on a envie de découvrir en fait cette zone de notre corps. Et on peut apprendre à dialoguer avec la douleur, le blocage. C'est assez intéressant. Avec l'EFT ou avec la sophrologie, c'est des techniques qui permettent aussi de travailler ça. Mais nombreuses sont les techniques qui permettent la conscience corporelle et la descente dans les parts d'ombre en fait. Et elles prennent pas toutes le même chemin, ces techniques. Alors c'est intéressant de trouver la vôtre. Si vous avez des questions aussi sur des techniques, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que j'en ai exploré quand même pas mal. Et je suis entourée de bons thérapeutes et de bonnes thérapeutes dans certaines techniques qui sont passionnés. Et je peux peut-être vous en toucher un petit mot. Et alors, à travers ces quelques lignes, je pense que vous avez compris que le ressenti n'est pas seulement la sensation. C'est ce processus interne qui se passe en plusieurs étapes. Donc on peut avoir un ressenti qui est négatif. Donc cette première étape, on peut dire que c'est je prends conscience du problème, ou je nomme le problème, ou je reconnais le ressenti tel qu'il est en fonction de la situation qui se présente ou de ce que je suis en train de vivre. Et ça se caractérise ensuite par des sensations plus ou moins fortes de mal-être interne à l'intérieur. J'ai une boule dans la gorge, j'ai le ventre serré, j'ai un nœud dans l'estomac. D'accord ? Toutes ces expressions en fait symboliques, j'ai le cœur brisé. Elles sont tellement porteuses de sens. J'en ai plein le dos. Imaginez comme elles sont porteuses de sens. La deuxième étape, dans cette descente de l'ombre, quand c'est négatif, il y a l'acceptation ou l'amplification du ressenti. Ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit les deux, successivement. Et ça, c'est une étape qui est naturelle. Okay, on peut se laisser immerger dans les sensations qui sont présentes, mettre tout ça en lumière, l'accueillir en fait à l'intérieur de soi. Et puis ensuite, je regarde comment ça se développe à l'intérieur de moi, ici, maintenant, au présent. Et j'accueille toutes les modifications qui se présentent en moi. Et ensuite, c'est vraiment cette prise de conscience. Je comprends qu'il y a un lien entre ce qui est en train de se passer en moi et l'origine, et la situation qui fait que je me sente de cette manière-là, que je ressente ça. Et ensuite vient le lâcher-prise, des sensations de rééquilibrage interne, de libération d'énergie qui apparaissent. Et puis le corps, il est intelligent, il a envie de se réorganiser, il a envie de retrouver son équilibre, son homéostasie. Le corps, il est plus intelligent que le cerveau. Vous imaginez le nombre de neurones que vous avez dans l'estomac qui communiquent avec votre cerveau, le nombre de neurones que vous avez dans le cœur. Donc tout ça, ça participe à votre réorganisation globale. Et là, ça peut se traduire dans la situation par des bâillements et des bâillements, des soupirs, juste une grande fatigue qui invite au repos et à la détente. Et si je résume, finalement, j'identifie le comportement. Il y a un mal-être, une pensée, il y a quelque chose que je veux faire changer, évoluer. Ok, par exemple, je réalise que j'ai pas de plaisir dans ma sexualité. D'accord, ça c'est une pensée qui arrive, un constat. Puis ensuite, j'identifie l'apparition de ça et son expression en moi. Par exemple, ça peut venir d'une croyance. Je supporte pas la vue de mon partenaire nu, de ma partenaire nue. Ou bien, en fait, on s'approche pas correctement dans la relation. Ou l'autre ne prend pas en considération mes souhaits ou mes désirs, ne s'y intéresse pas. Ok ? Et face à ça, qu'est-ce qui traverse mon corps ? Est-ce que c'est de la tristesse ? Est-ce que c'est de la colère ?
Est-ce que c'est toutes ces expressions qui font sens, le nœud dans la gorge, la gorge nouée, le nœud dans l'estomac, l'envie, un dégoût peut-être. Donc je décris vraiment tout ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête, ce que ça génère comme douleur, comme nausée, peut-être comme mal au ventre. Et en fait, au fur et à mesure que je traverse ce tunnel d'ombre et de sensations qui me donne des indicateurs, imaginez, vous descendez l'échelle et à chaque fois, vous identifiez un peu mieux les indicateurs à l'intérieur de vous. Et là, finalement, je peux peut-être remonter des souvenirs d'enfance qui sont liés à ce que je vis. Peut-être pas. Et je prends conscience, en fait, de ce qui se passe, non seulement des ressentis, des sensations et des émotions, de tout ce qui a été accumulé par rapport à cette situation. Et je peux en faire quelque chose et là, inviter un relâchement à l'intérieur de moi. De sentir, j'ai un pouvoir d'action. Si je refuse en fait de reconnaître un ressenti négatif, de reconnaître que c'est une source de stress, de fatigue chronique ou de somatisation de mon corps, le maladie, ça se cristallise en moi. Je renforce toutes mes cuirasses, toutes mes barrières, toutes mes murailles internes et je me cristallise dans mes fascias, dans mes muscles. Je m'oxyde, j'augmente le pH de mon corps et ça va pas à long terme. Et on peut aussi s'entraîner à accueillir les sensations, les ressentis agréables. On peut accueillir la sensation, l'explorer, la savourer, se délecter quand elle se présente. De se délecter de sa respiration quand elle est fluide par rapport à quand elle est bloquée. On peut l'amplifier. On peut ressentir quand son corps se relâche et célébrer ça. Quand on ressent quelque chose d'agréable, on se sent en harmonie avec l'environnement qui nous entoure, tout simplement. Et chaque personne entretient une relation très particulière avec son corps qui a été influencée et construite, caractérisée par une culture. Et tout ça, c'est qualitatif, quantitatif, multifactoriel, multisensoriel. C'est un voyage énorme. Et comment vous vous sentez au contact de votre corps ? Au contact des ressentis que vous pouvez avoir? Est-ce que quand je ressens quelque chose, je vais tout de suite dans une suractivité, faire plein de sport, aller m'épuiser au travail pour ne plus sentir? Est-ce que quand j'ai la tristesse qui monte, je bloque la tristesse et je ravale mes larmes? Celle-là aussi, elle est pas mal comme expression, je ravale mes larmes. Imaginez tout ce qui veut sortir pour vous nettoyer, vous le ravalez. J'imagine pas le réservoir au bout de quelques années. Donc toute cette énergie accumulée, il faut bien qu'elle sorte quelque part. D'ailleurs, parlons-en un petit peu aussi des émotions, justement. Les émotions, on peut les voir aussi comme une expression du ressenti, une expression de ces différents niveaux. Et l'intelligence émotionnelle est un livre super. Et puis les grandes émotions en fait fondamentales sont universellement reconnues. On les identifie par les mimiques, par exemple le grand sourire avec le muscle zygomatique, les attitudes que ça provoque en fait entre nos liens d'avoir ces émotions. Et puis il y en a qui sont un peu plus subtiles d'émotions. En tout cas, les émotions elles colorent notre vie tous les jours, ça c'est sûr. Elles nous traversent en permanence et on peut les voir tout simplement comme des messagers qui nous apportent des messages. Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on les écoute pas, tout simplement? Et je tombe parfois dans le piège d'utiliser le terme « gérer son émotion ». Mais en fait, qui a dit qu'on devait gérer une émotion? C'est pas un truc à gérer, c'est un truc à accueillir, qui nous traverse. Elles sont un peu opposées à la raison parfois, parce que notre tour de contrôle aimerait faire ci ou montrer ça. Et en fait, l'émotion, elle est reine. Elle sort, elle est là. On peut la comprimer, la réprimer, l'étouffer pendant longtemps. Et quand on fait ça, le corps parle et au bout d'un moment, on tombe malade. Au bout d'un moment, on tombe malade. Un cancer, quelque chose de chronique, de l'asthme. Et surtout, on se dévitalise. On devient une espèce de bâton rigide dans le corps. Quand on est tout le temps dans la tour de contrôle, à pas vouloir laisser les émotions monter, on devient rigide, on devient ultra contrôlant et au bout d'un moment,
on va pas bien, ni dans nos relations. On peut plus sentir l'amour parce qu'un bâton rigide, ça a du mal à faire des câlins. Comment aller dans la tendresse et dans une sexualité fluide quand je suis un bâton? Je dis ça avec beaucoup d'amour. Les émotions, elles ont eu pendant longtemps une très très mauvaise réputation. Peut-être à cause de la pulsion. On associe ça à la réactivité, à la colère, à la pulsion, à l'impulsivité. Mais en fait, elles ont des degrés, les émotions. Souvent, elles pètent, elles explosent, elles finissent en feu d'artifice quand on les a réprimées pendant trop longtemps. Et une émotion, ça signifie se mouvoir vers l'extérieur, tout simplement. C'est une expression d'un ressenti interne qui est précis. Donc la tristesse, il y a à peu près 13 types de larmes différentes à l'intérieur de nous. Vous imaginez à quoi c'est relié? La perte, la séparation, peut-être du soulagement. La colère, elle est liée à un refus, un envahissement, quelque chose qu'on vit qui n'est pas juste. Et tout ça, c'est un siège du cerveau limbique avec l'amygdale qui sont une partie supérieure du tronc cérébral. Et c'est un peu votre centrale de sécurité à l'intérieur de vous qui va évaluer en fait est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est mauvais pour moi, est-ce que je suis d'accord, pas d'accord. Et ça évalue ça en fait. Donc c'est un peu le deuxième degré du danger imminent qui est régi par le cervelet, okay, qui est lié à la coordination en fait. L'amygdale, elle n'est pas toujours très logique dans le fonctionnement parce qu'elle est aussi le support, elle travaille en collaboration avec la mémoire affective. Et du coup, elle confond en fait les éléments de la réalité présente avec des souvenirs, des croyances ou des représentations. Et du coup, par association dans le cerveau, elle s'active ou elle se réactive. Ça veut dire que si je suis dans le passé, en train de me dire pourquoi ça a lieu ou d'être dans des regrets, du marasme de ce que j'ai plus, le corps, il fait pas la différence entre le présent et le passé. Et ça me stresse là maintenant au présent. Quand je suis anxieuse, je fais l'algorithme de ce qui va se passer dans le futur. Et hop, là maintenant, mon corps au présent, il se prend un shoot de cortisol, de l'hormone du stress assez drastique parce que cette mémoire en fait affective qui est liée à l'amygdale ne fait pas la différence entre le présent et le futur. Et des fois, du coup, les émotions, elles n'ont pas toujours un caractère rationnel. En cas de stress, l'amygdale, elle va produire certaines hormones et des fois, elle fait une hypersécrétion d'endorphines, de cortisol ou d'adrénaline qui sont en fait impliquées dans tellement de réactions physiologiques à l'intérieur de nous, dans le système endocrinien. Et puis, si ce stress il est persistant, il y a une baisse des défenses immunitaires. Il y a de la fatigue, on se cristallise et on va pas bien. Et en fait, quand ça s'active, souvent, elle va demander à son pote mince, je l'ai plus, j'ai un blanc. Oui, l'hippocampe, pardon, le siège de la mémoire. Elle va demander à l'hippocampe qu'est-ce que tu connais de ça? Là, on a interprété ça avec les 5 sens de l'environnement. Hop, qu'est-ce que tu connais de ça? L'hippocampe, il cherche dans son ordinateur central et tout à coup, il dit mon Dieu, on connaît tout ça, donc il peut se passer tout ça, alerte générale. Ça, c'est un circuit qu'on peut couper. C'est une interrelation en fait qui est super étroite dans nos câblages. Et ça nous montre à quel point cet équilibre en nous, il est singulier, il est précieux, complexe, mais qu'on peut en fait le rééduquer et surtout en prendre soin. Imaginez les enfants, les tout petits bébés surtout, qui possèdent pas ou peu le langage encore. À quel point, rien que ça, une émotion, elle a un rôle décisif dans exprimer son besoin. Dans juste l'organisation de ses circuits nerveux et puis à quel point il essaye de traduire son expérience interne, de montrer ce qu'il vit à travers ça. Et parfois, ça provoque un débordement inexplicable. Et puis, le comportement d'une personne, il est toujours relié à ce qu'elle vit à l'interne, mais c'est lié à son histoire, à ses marqueurs, à ses blocages émotionnels, à son éducation. Et
En fait, il y a des logiques de système des personnes. Quand on s'habitue, quand je travaille avec les couples ou les personnes en psychocorporel, il y a des logiques de système. C'est-à-dire que quand on a l'habitude, c'est pas une idée de mettre les personnes dans les cases, mais moi je peux dire assez facilement beaucoup de choses sur une personne si je prends un petit moment à l'observer. Parce qu'on n'est pas infini l'être humain et on a des logiques de système en nous où il y a un stimuli, il y a une réponse à ça. Et ces réponses, bien qu'individuelles, elles sont quand même câblées en fait. Donc on peut diviser par exemple les comportements. C'est vraiment un exemple simple que je vous donne pour illustrer ça, en plusieurs types de réactions différentes. Il y a le refoulement. Quand j'entends une personne qui se présente au premier rendez-vous, deuxième, troisième, et qui me dit « Ah, mais moi j'avais vraiment une famille magnifique, il ne s'est jamais rien passé de mal, j'ai été aimée ». Et quand je vois comment elle se tient dans son corps et qu'il n'y a aucune cohérence entre le discours et le corps, en fait, j'ai mon petit warning et je me dis « Ok, on va y aller tout en douceur, peut-être ça va s'ouvrir, peut-être ça va pas s'ouvrir ». Parce que cette personne, elle a associé en fait à une expérience douloureuse quelque chose et elle n'y a plus accès aujourd'hui, où elle ne veut pas aller dans ses parts d'ombre. Excusez-moi. Parce qu'elle a été connotée péjorativement, elle a été réprimée et cette émotion, elle a été rayée de sa palette en fait, au point qu'elle n'en a plus accès ou plus conscience, ou qu'elle ne veut pas aller revivre ça, elle a trop peur. Donc elle s'en protège. Donc on a des émotions plus compulsives que d'autres, plus secondaires, plus primaires, des réponses plus ou moins adaptées. Et en tout cas, elles sont adaptées à ce qu'on vit à l'interne, à ce qui n'a pas été réglé, mais au message que ça donne, à l'adéquation avec ce que la personne elle est en train de vivre, tout simplement. Et elle est capable, la personne, d'exprimer une émotion adaptée au contexte, mais souvent ça part un peu trop fort. Et quand ça part trop fort, c'est comme un sas qui s'est rempli de pression. Et on n'a pas vraiment trouvé des vannes pour pouvoir libérer un peu toute cette pression, puis tout d'un coup ça explose. Et là, l'émotion, elle s'exprime complètement librement et je suis dans ma blessure et plus rien d'autre n'existe que ça, jusqu'à ce que ça se calme parce que le tsunami est sorti. Et voilà, tous les nœuds émotionnels, toute cette pression qui est gardée dedans, elle est à l'origine de difficultés relationnelles, de choses qui se sont construites dans le lien, souvent avec la famille, mais pas seulement, avec tout l'entourage, les enfants entre eux, l'école. Et souvent, c'est quand il y a eu un manque d'accueil de ces émotions, qu'elles ont appris à être tellement comprimées et réprimées, que je perds même la capacité de voir le point de vue de l'autre, tellement je me protège, de percevoir ce que l'autre ressent, de me connecter à moi-même, alors que c'est des facultés indispensables pour méta-communiquer les uns avec les autres. La connaissance de soi, c'est un facteur qui est crucial. La présence à moi-même, dans l'intelligence émotionnelle, c'est crucial si j'ai envie d'entrer en lien, en vulnérabilité. Et c'est un travail, c'est une découverte qui passe par l'identification des émotions, dans quel contexte elles arrivent, qu'est-ce que j'en fais, comment je réagis, à quoi ça fait référence, comment je peux me laisser le sentir, comment je peux apprendre à les accueillir et à sentir tout ce qui se passe, à permettre leurs expressions. Et ça, c'est aussi permettre de se détacher de tous ces codages à l'intérieur trop restrictifs dans tout mon cerveau et dans tout mon organisme. Et ensuite, je finirai par vous toucher un tout petit mot sur le sentiment. Le sentiment, moi, je le traduis assez souvent de manière simple, de dire dans ce contexte, qu'est-ce que ça me fait sentir ? On peut aussi dire que le sentiment, c'est un petit peu la tour de contrôle du cerveau. Est-ce que je me sens respectée ? Est-ce que je me sens valorisée ? Est-ce que je me sens dénigrée ? Et qu'est-ce que je fais en fait des infos émotionnelles et de la tour de contrôle. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura défriché un petit peu vos émotions, vos sentiments, vos ressentis. Mais en tout cas, aider à faire un petit peu plus connaissance avec cette notion-là. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires à ce sujet. Et si vous voulez en savoir plus, je peux aussi vous parler un petit peu de l'intelligence émotionnelle.
Voilà, moi je vous remercie pour votre écoute. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à rester avec nous et à partager. Et à tout bientôt.